Quand on pense à des duos d'auteurs et de dessinateurs, talentueux, prolifiques, les mêmes noms reviennent sans cesse. On peut citer Geoff Johns et Gary Frank pour leur travail sur Giger, Batman Terrain ou même Doomsday Clock, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino pour Green Arrow, Gideon Falls ou Joker Killer Smile, Bendis et Maliv pour leur collaboration sur Daredevil, Iron Man ou Scarlet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du duo légendaire de Tim Sale et Jeph Loeb. Avant d'être scénariste dans l'industrie du comics, Jeph Loeb étudie pour devenir scénariste dans le monde du cinéma. Il rencontrera alors un autre étudiant avec qui il se nourra d'amitié, Matthew Wiseman, avec qui il collaborera. Et les deux amis signeront deux blockbusters de renom, Teen Wolf et Commando. Par la suite, ils écriront La Pivoleuse ou encore Teen Wolf 2. En 1991, Jeph Loeb est approché par Warner Bros. Pour réfléchir en tant que scénariste à un film autour du super-héros Flash. Le projet ne se concrétise pas, mais permet à Loeb de nouer des contacts avec le milieu des comics. Croire que c'était déjà le bordel concernant les films The Flash. De son côté, le jeune Tim Sale vient d'avoir 20 ans. Nous sommes alors en 1976 et il décide de se rendre à New York pour intégrer un stage dont ses professeurs ne sont que John Buscema et John Romita Sr. À cette époque, John Buscema est un dessinateur extrêmement populaire, ayant fait le succès de nombreuses séries comme Thor, Daredevil, Les 4 Fantastiques ou encore Conan. Et John Romita Sr., lui, est lui aussi populaire pour avoir dessiné sur Uncanny X-Men, Werewolf by Night ou encore Incredible Hulk. Pour autant, Tim Sale sera déçu de cette expérience, notamment dû au manque de pédagogie de Buscema. Il repart alors à Seattle un an plus tard avec l'intention d'abandonner son rêve, celui de devenir dessinateur de comics. Finalement, à ses heures perdues, son premier travail sera édité par sa sœur Maggie, sous un label nommé Gray Archer Press. Il travaillera dans une épicerie, laissant peu à peu sa passion s'éteindre pour le dessin, jusqu'à ce qu'il découvre le travail de John Byrne et Frank Miller. Sur les conseils de Mike Friedrich, il se rendra à la Comic-Con de San Diego où il rencontrera Matt Wagner. En 1991, Jeph Loeb est approché pour écrire la mini-série Challenger of the Unknown avec Tim Sale, avec qui il collaborera pour la première fois. L'entente est immédiate. Il s'agit alors de la première collaboration d'un duo qui va devenir régulier et productif, mais surtout d'un duo brillant qui sera connu et reconnu dans le monde des comics. Tim Sale dessinera pour la première fois sur le personnage de Batman dans la série Batman Legends of the Dark Knight scénarisée par James Robinson, puis enchaînera avec Jeph Loeb sur Batman A Long Halloween. Récit influencé par Mark Waid, qui suggéra de travailler sur la continuité et sur la transformation d'Harvey Dent en double face. Le récit est salué par la critique en raison de son scénario et de ses dessins, et le duo explose. Le duo explose alors car il nous livre une suite à Batman Année 1. Et dans ce récit, Batman combattra la mafia, la criminalité à Gotham, mais devra également enquêter sur une série de meurtres perpétrés lors de jours fériés. Dans ce récit, Batman n'est pas seul et fera équipe avec le lieutenant de police James Gordon, mais également avec le procureur Harvey Dent. Et ce comics est une véritable course contre la montre haletante
qui nous prend à la gorge tant par sa tension que par sa narration qui saura mettre en avant un Batman relativement sombre, violent, brutal, rongé par la haine et la colère contre la criminalité et son passé dramatique qui rejoindra le futur dramatique d'Harvey Dent. Harvey Dent qui deviendra alors double face et qui gardera sur son visage les stigmates d'une criminalité qu'il combattait. Et c'est très cocasse. À cela s'ajoute bien évidemment le fait que dans ce récit, on nous parle pour la première fois du fait que l'apparition de Batman aurait engendré cette criminalité, peuplant alors Gotham de fous, mais combattu par un fou. Une narration ô combien impressionnante, maîtrisée, cinématographique, un polar noir mis en valeur par la patte de Tim Sale qui joue d'un style particulier, rendant alors Gotham beaucoup plus sombre et beaucoup plus sinistre que jamais. Le découpage, les jeux de lumière, les ombres, tout est absolument incroyable et on sent que Tim Sale est sur son terrain, s'exprimant pleinement en donnant un style particulier mais pourtant ressemblant à chaque personnage, comme notamment ce Joker avec cette mâchoire déformée mettant en valeur son sourire si caractéristique. Mais toi, Mills, que penses-tu réellement de ce récit ? On m'a demandé de vous parler d'une œuvre en l'espace de 2-3 minutes, hein, une œuvre que j'aime d'amour, alors qu'habituellement sur la chaîne, c'est vrai que je prends une bonne vingtaine de minutes pour parler d'un seul titre. Autant dire que pour moi, le truc est impossible. C'est tout simplement impossible. Je n'arriverai pas à exercer ce format aussi court. Déjà, je tiens à te remercier, G, pour l'invitation, hein. Sans ça, je ne serais pas dans ta vidéo, je pense, ou à un moment que j'ai fait un piratage incroyable, tu vois, où je me suis intégré. Enfin, moi, c'est impossible, on n'est pas dans un film de cinéma. Et en plus de ça, j'ai pu lire Batman un long Halloween, qui est une œuvre de dingo que j'ai lu il y a peut-être 8 ans pour la première fois de ma vie. C'était un lendemain de cuite, un moment où certainement je m'étais levé un peu tardivement, sur les coups de 14h du matin, quelque chose comme ça, et je m'étais acheté ce comics. Parce que Jeff Loeb, Tim Sale, il faut absolument que tu lises ça, man, machin. Bon, ok, je vais le lire. Et j'ai bloqué dessus, si bien que je l'ai lu 2 fois, coup sur coup, oui. Je l'ai lu une fois, la fin m'a tellement matrixé que je me suis dit, attends, on recommence. Et je l'ai relu. J'étais encore beau gosse, j'étais un autre homme, Et je vais donc t'expliquer pourquoi ce titre est un chef-d'œuvre et pourquoi tu devrais le lire, ma perruche. Déjà pour commencer, c'est une histoire vraie. Non, pas du tout. Non, on recommence. Déjà pour commencer, c'est une vraie histoire d'enquête. Et pour moi, Batman, c'est ça. Dès les premières pages, tu es captivé par l'histoire et les textes en eux-mêmes qui sont assez concis mais fichtrement efficaces. Il y a pas de prêchi-prêcha. En plus, l'histoire, elle se déroule de la meilleure façon qu'il soit. Tu passes d'une page à l'autre sans t'en rendre compte, en fait. Il y a constamment des rebondissements, ça va à fond la caisse et tout est clair. La caractérisation des personnages est totalement réussie. Enfin, à mon sens, en tout cas, il y a rien acheté. Le mec arrive à nous faire rentrer dans le cerveau des gens et nous faire vivre des petits moments de vie, des petits moments basiques. Et c'est trop fort parce que très clairement, ce récit est tourné autour de cet axe. Pour moi, c'est la famille. Et pour finir, parce qu'il y aurait 50 000 trucs à faire, mais je dois faire court, l'enquête, parce qu'il y a quand même question d'une histoire d'enquête, et elle est totalement incroyable. Jusqu'au bout, t'as une tension, c'est palpable, t'as quelque chose d'une excitation incroyable, et puis jusqu'au bout, ça te matrix. Et en fait, c'est lui, et puis c'est peut-être pas lui, et puis tu sais plus, et puis moi, je me suis refait avoir comme une espèce de blaireau, parce que tout simplement, j'avais oublié la fin. C'est ça de lire des comics lendemain de cuite, t'oublies des trucs. Tant mieux, parce que j'ai été content de découvrir. Je trouve ce dessin tout à fait généreux. Voilà, c'est le mot. Grandiloquent, super-héroïcotus, Mighty Mouse. On s'en fout. C'est magnifique. Les corps badass, bodybuildés, pour appuyer là où ça fait mal, pour montrer le côté super-héroïque. Parce qu'effectivement, dans ce comics, quand Batman, il fout un pain dans le nez d'un mec, dans ton oreille interne, t'entends l'os craquer. Et ça, c'est beau. Jeff Loeb, lui, il est pas très bavard sur les textes, il laisse place énormément au dessin, et Tim Sale arrive à faire parler plus que de raison ses dessins, surtout que vous aurez remarqué aussi que c'est quand même un découpage assez épuré, c'est des grandes cases pour y mettre des détails, pour y mettre de l'émotion, pour y mettre ce que vous voulez, c'est très subtil, très fin, et évidemment le travail de l'ombre est tout simplement incroyable. Pour moi, ça me fait très clairement penser à du Mignola. Comment réussir à faire que l'ombre devienne un acteur principal et de l'histoire et pour le lecteur, c'est jouissif. Il joue tout le temps avec l'ombre, et c'est d'une beauté inouïe. Enfin, il a un trait qui est bien spécifique quand même, quelque chose de particulièrement underground dans le mainstream, réussir à amener sa patte à ce point-là et à être tout à fait notable et reconnu par tout le monde. C'est donc pour toutes ces belles raisons que je te demande, que je te redonne en fait, de lire Batman un long Halloween, que tu sois néophyte ou pas, que tu aies pas lu ou lu d'ailleurs si tu l'as lu, relis-le, relis-le même mon gars. Tu vas découvrir des nouveaux trucs, tu vas avoir une vision différente. J'ai l'impression d'avoir découvert le poteau rose, frérot. Ouais. Donc c'est une histoire qui se suffit à elle-même, mais on est d'accord. Tu
veux une meilleure expérience, tu lis Years One d'abord, donc de Frank Miller et Mazzucchelli, puis Jeff Loeb et Tim Sale pour Un An et Une, puis Jeff Loeb et Tim Sale pour Amère Victoire. Voilà, j'espère que je t'aurais donné envie de relire, ou de lire, ou de re-relire. J'arrête cette blague, elle est horrible. C'est une tuerie, ça vaut le coup d'être lu, vraiment, c'est pas de l'argent gaspillé comme ça, comme, je sais pas, un comics comme Plunge. J'arrive toujours à placer Plunge n'importe où, des années plus tard, mais c'est pas grave. Merci à vous de m'avoir regardé, merci Ingé, saucisson, amour, paix, sauce barbecue. Suite au succès d'Un Long Halloween, le duo se mettra ensuite à écrire une histoire sur Superman, Superman for All Season, réédité cette année chez Urban Comics. Une histoire qui se concentre principalement sur les débuts de Superman, mais surtout sur la jeunesse de Clark Kent, éduqué par ses parents adoptifs et qui découvrira, malgré lui, ses pouvoirs hors normes. Une histoire très poétique qui nous raconte la vie de Clark Kent sur 4 saisons, sur une année donc, et qui retrace les événements majeurs de cette année. Le printemps, saison des bourgeons en fleurs, synonyme de température douce et de changement, nous raconte le passage de l'adolescence à l'âge adulte de Clark Kent, la découverte de ses pouvoirs, mais également son départ pour Metropolis. Vient ensuite l'été, saison de chaleur, qui nous raconte le symbolique espoir qu'est Superman, le soleil qu'il représente dans le cœur des gens. Puis vient l'automne qui se dit fall en anglais, synonyme de chute, chute de température, chute de feuilles, mais aussi la chute que souhaiteraient de nombreux ennemis de Superman, pour finir sur l'hiver, saison froide, saison des glaces, qui représente les cœurs brisés, les vacances, mais également la dépression. Ici, ce n'est pas tant Superman qui est mis en valeur, mais surtout Superman et Clark dans les yeux des autres. L'amour d'un père, d'une jeune femme, mais également la haine, la colère, l'espoir ou encore le fanatisme qu'ils représentent tous deux. Et dans cette histoire, Superman n'a jamais été aussi humain, et Tim Sale le sait. Encore une fois, il apporte une dimension graphique qui complète les propos de Jeff Loeb, avec des traits doux, ronds, et bien sûr de superbes couleurs qui concordent parfaitement avec les 4 saisons. Mais toi, Déviante, qu'en penses-tu de ce comics ? Tout d'abord, merci à Ingé Comics de m'accueillir pour parler de ce comics que j'adore, Superman for All Season. Et bien sûr, bonjour à tous. Au premier abord, le récit n'est qu'une énième version de l'origin story de Superman. Mais sa force, c'est de tout de même réussir à en être une version neuve. Comment ? L'important, ce ne sont pas ces moments que l'on connaît tous. Trouver la fusée, Clark qui apprend son origine, obtenir un poste Daily Planet, non. L'important, ce sont les personnages, et surtout Superman, et comment il est vu par les différents narrateurs, et comment il est vu par le monde autour de lui. D'ailleurs, là où le premier et le 4e narrateur connaissent son identité secrète, connaissent l'intériorité de Clark, les 2e et 3e, eux, ne voient que Superman. Avec admiration pour Lois, qui se demande comment un être aussi puissant peut décider de faire le bien. Ou avec le rejet pour Lex, qui y voit évidemment une menace à son pouvoir. Pour comprendre l'homme à la cape qui peut voler, tout ce dont j'avais besoin, c'était de connaître Clark. C'est ici un Superman pur, simple, mythique, mais aussi très humain, mis face à ses limites. Il y a un côté méta. Lois et Lex, eux, représentent ceux qui pensent que Superman est trop beau pour être vrai. Un personnage trop puissant, mais pour son père et Lana, et pour ceux qui connaissent le personnage, il est juste quelqu'un qui a des capacités extraordinaires et veut les utiliser pour le bien, en ayant toujours cette crainte de ne pas pouvoir en faire assez. Empathie, compassion, humanité, les qualités premières de Superman. Et il n'y a pas à le justifier, c'est ce qu'il est, c'est Clark. Et oui, on peut écrire des histoires intéressantes sur ce personnage. Et c'est encore prouvé ici. Lex va se servir de ses qualités et les retourner contre Superman en l'amenant à douter. Par exemple, ils sont le miroir l'un de l'autre. Lex craint l'échec, de par son ego, Superman de par son altruisme. Et il faut évidemment parler de l'art de Tim Sale. Ici, Superman est un gentil géant. Il domine tous les personnages, mais en tant que Clark, son calme, son langage corporel, son visage doux, il semble sorti d'un conte. Et toute l'histoire reprend cette esthétique de conte de fées. On le voit par exemple avec Smallville, qui est totalement hors du temps,
qui ne change pas à travers les années. On le voit avec Metropolis, qui a cette esthétique en même temps art déco, un peu moderne, mais aussi ces fanions sur les toits qui font penser à un château fort, ces passerelles en pierre qui vont zigzaguer entre les différents buildings. Évidemment, comme toujours, l'écriture de Loeb et les dessins de Sale fonctionnent parfaitement ensemble. Et pour finir, je vous dirais que la morale de cette histoire, appuyée par certaines cases qui vont se répéter au cours du récit, c'est que Clark est la constante. Ses valeurs, sa morale, son envie d'aider. Ce ne sont pas ses pouvoirs qui rendent Superman extraordinaire. C'est l'homme qu'il est, l'humain. Suite directe d'un long Halloween, Amère Victoire retrace les règlements de compte entre mafiosos et offrira à Batman une nouvelle enquête qui jettera le doute sur l'arrestation du précédent criminel. Cette fois, Batman fera alors équipe avec Robin et Tim Sale et Jeph Loeb nous offriront un deuxième polar. Si un long Halloween mettait l'accent notamment sur le parallèle entre Batman, Harvey Dent, James Gordon, la criminalité et cette relation de cause à effet, ici, Amère Victoire se focalise principalement sur le parallèle entre Batman et Robin, la perte d'un être cher, la vengeance. Robin ici qui apportera beaucoup de légèreté et de douceur, jetant malgré tout l'innocence dans les abîmes d'une Gotham toujours aussi sinistre. Malheureusement, malgré son scénario sombre et mature, le scénario est quasiment identique à un long Halloween et gâche quelque peu ce récit qui, malgré tout, s'inscrira comme un bon polar noir et surtout un comics culte à posséder. Bien sûr, ici, les dessins de Tim Sale sont toujours aussi puissants et nous offrent une mise en page sublime, percutante et complémentaire à Loeb, mais ces dessins sont peut-être un peu trop puissants face au scénario de Jeph Loeb. J'aime honnêtement un peu moins Amère Victoire qu'un long Halloween, mais cela reste dans l'ensemble une très bonne œuvre à posséder. Et toi, Lantre, qu'en penses-tu? Amère Victoire, quel bouquin! C'est compliqué de passer derrière un long Halloween, et celui-ci réussit avec brio. C'est que simple, voilà, il offre une suite logique, bien écrite, profonde à un long Halloween. Ça se déroule 1 an après les événements d'un long Halloween, justement. On retrouve du coup le tueur Holiday. On retrouve toujours ce conflit entre diverses familles mafieuses de Gotham City et d'ailleurs. C'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi beau, toujours autant maîtrisé. La relation entre Batman et Selina, donc Catwoman, est toujours aussi sympa. L'apparition de nombreux super-vilains est toujours aussi bien menée, ça tombe pas comme un cheveu sous la soupe, c'est toujours aussi bien mené, et ça j'apprécie. On retrouve vraiment l'ambiance oppressante de Gotham City, on retrouve voilà, toute la corruption, tout ça est super bien mis en lumière, c'est profond. Encore une fois, Jeph Loeb et Tim Sale offrent un travail de qualité. Et vraiment, c'était pas simple de passer après un long Halloween qui est considéré comme un incontournable de DC Comics et de Batman. Voilà, c'est simple. Et pour le coup, Amère Victoire réussit pour moi avec brio. C'est-à-dire qu'on va creuser encore plus profondément sur les points qui étaient laissés en suspens ou alors très peu exploité du précédent épisode, et on y va encore plus loin. C'est-à-dire, voilà, avec Harvey Dent, qui du coup devient double face dans l'épisode précédent, bah, cette fois-ci, on va encore plus creuser dessus, on va comprendre un petit peu que, voilà, pour lui, c'est fini, Harvey Dent, ce n'est plus lui, c'est double face, et il va essayer de le prouver en commettant des abominations de plus en plus sévères, et surtout en menant d'une main de maître tous les super vilains, c'est-à-dire, voilà, des mecs pourtant compliqué à soumettre, bah lui va réussir grâce à son charisme, grâce à son esprit tordu, à maîtriser tous ces super vilains. Et c'est vrai que dans l'écriture, on ressent vraiment la manipulation et la puissance, la prestance de Harvey Dent double face. Et ça, c'est fabuleux. Alors, petit point négatif qui, du coup, était déjà présent pour moi dans un long Halloween et qui est de nouveau présent dans Amère Victoire, c'est que c'est trop rapide. Parfois, on passe d'une scène à une autre, d'une ambiance à une autre, d'une famille à une autre,
Et des fois, donc, ils te le rappellent, ils te mettent une petite bulle pour te dire où t'es, où tu te situes, quel personnage t'as en face de toi. Mais des fois, c'est vrai que t'es en mode, t'as pas le temps de souffler, quoi. C'est très intense. Et pourtant, ça tient sur 400 pages, mais c'est sur 400 pages qui ne sont pas inégales et qui ne faiblissent pas. C'est toujours constant. Et ça, c'est fort. C'est la puissance de l'œuvre qui était déjà présente sur Un long Halloween, c'est que tu ne t'ennuies pas. Et puis voilà, l'ambiance polar, l'ambiance sombre, vraiment, c'est prenant, c'est beau, ça met en valeur et en lumière toute la folie de Gotham City, mais d'une main de maître. Encore une fois, je réitère, ce livre est un bijou aussi fort qu'un long Halloween. Et pour moi, ils sont indissociables, ils font partie de la même œuvre. De toute façon, c'est une suite, c'est pas pour rien, mais vraiment, ils sont indissociables. Donc, je recommande, de mon côté, Amère Victoire. Si vous avez aimé Un long Halloween, vous ne pouvez que aimer cette suite. Même si, voilà, comme je vous disais, il y a des fois où c'est un peu rapidos, c'est un peu, ça peut un petit peu surprendre ou un petit peu, comment dire, déstabiliser. Mais en tout cas, c'est toujours d'une grande justesse et toujours très joli. Bien sûr, faut aimer, faut aimer le style, faut aimer cet univers graphique. C'est très rétro, hein, c'est très rétro. Mais vraiment, vraiment, laissez une chance à cette œuvre, ne serait-ce que pour l'histoire, ne serait-ce que pour vous laisser porter par cet univers qui est extrêmement fort. Et je remercie Ingé Comics de m'avoir laissé donner quelques mots sur cette magnifique œuvre qui est Amère Victoire. Merci à tous. Viendra ensuite le départ de Tim Sale et Jeff Loeb de chez DC Comics qui rejoindront la Maison des Idées fin des années 90 pour donner naissance à une nouvelle histoire, Wolverine Gambit Victime. Dans cette histoire, nous allons suivre Gambit qui se lancera à la poursuite d'un mystérieux tueur en série dont le mode opératoire n'est pas sans rappeler Jack l'Éventreur. Gambit qui croisera sur sa route Wolverine qui fera alors un parfait suspect. Mais que se passe-t-il avec cette histoire ? Jeff Loeb nous avait tellement habitués à mieux. Alors ok, cette histoire se laisse lire, mais c'est du classique, du déjà vu, et les dialogues n'ont aucune profondeur. Heureusement que Jeff Loeb maîtrise les ambiances oppressantes et met en opposition deux personnages très différents. Dans ce récit également, Tim Sale n'utilise pas son style particulier et nous donne un sentiment étrange vis-à-vis du dessin, sentiment déjà présent par le fait que le duo de personnages ne fonctionne pas vraiment. Mais toi, Comixplay, qui adore les mutants et notamment ce duo Wolverine-Gambit, que penses-tu de cette histoire ? Yo tout le monde, c'est Comixplay, j'espère que vous allez bien. Le poteau Ingé m'a invité pour vous parler d'une œuvre que j'ai lue il y a quelques années. Et quand on touche à deux de mes personnages préférés de l'univers de Marvel, je suis obligé d'y mettre mon grain de sel. Car oui, si vous ne le savez pas, Wolverine c'est mon personnage préféré de l'univers de Marvel, et Gambit, c'est l'un de mes mutants préférés, surtout pour son côté beau parleur. En plus, c'est Jeff Loeb et Tim Sale, franchement, ça peut être que ouf. Bah oui, on pourrait se dire qu'il y a toutes les clés pour que j'apprécie ce récit. Une équipe créative de fou, un duo de personnages que j'adore, et un scénario certes classique, mais qui sur le papier fonctionne plutôt bien. Toutefois, j'ai un avis plutôt réservé sur cette œuvre. Alors certes, c'est le premier essai du duo sur du Marvel, mais quand on les connaît, on sait qu'ils nous ont habitués à beaucoup mieux. Alors attention, Tim Sale s'en sort plutôt bien, mais vraiment le scénario ne m'a clairement pas transcendé. On nous vend du Jack l'Éventreur, mais au final on ne va pas au bout. On espère quelques surprises et au final on n'en a pas non plus. Et même si l'alchimie entre les deux personnages fonctionne bien, malheureusement ça ne fait pas tout. Bref, pour moi c'est pas une mauvaise lecture en soi, mais cela reste quand même très anecdotique. Sur ce, je relaisse la parole au boss. Viendra ensuite Daredevil Jaune, un récit qui nous raconte le deuil de Matt Murdock vis-à-vis de la mort de sa bien-aimée Karen Page et dans lequel son meilleur ami Foggy lui conseillera de lui écrire une lettre pour exprimer ce qu'il ressent. Au travers de cette lettre, nous revivrons des moments plutôt forts de la vie de Matt, sa relation avec son père, sa mort, ses débuts en tant que Daredevil, son association avec son meilleur ami Foggy, mais également ses sentiments vis-à-vis de Karen. Ici, Jeff Loeb nous livre une narration plutôt douce, fluide, poétique, écrite avec passion, qui, tout comme Superman for All Season, nous livre un récit humain et qui se concentre principalement sur Matt Murdock plutôt que sur Daredevil. La force de ce récit, c'est l'humanité qui s'en dégage, c'est la tristesse que peut ressentir le lecteur vis-à-vis du deuil de Matt Murdock tout en découvrant pour la première fois Daredevil.
Malgré une succession d'événements et de combats, moins bon scénario que Superman for All Season, Daredevil Jaune reste une très bonne œuvre, accompagnée des dessins de Tim Sale qui sait garder son trait particulier et qui sait détailler chaque case de cette œuvre. Et toi, Comics du Prof, tu l'aimes ce récit? Qu'en penses-tu? Daredevil Jaune, sûrement le comic que je conseillerais le plus facilement à un néophyte souhaitant commencer les comics Daredevil, et ce pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, c'est qu'on s'intéresse ici aux origines du personnage, que ce soit son accident qui lui a ôté la vue mais donné ses super pouvoirs, le meurtre de son père, la création de son cabinet d'avocats avec Foggy Nelson, la rencontre avec Karen Page et les relations qui vont se nouer entre elle, Matthew Murdock et Foggy Nelson, sans oublier, eh bien justement, le côté super-héroïque de Daredevil, ses premiers pas en tant que super-héros, les affrontements avec Electro, l'homme pourpre ou encore le hibou, mais également quelques mafieux dans les premiers numéros, et justement, ce sont ces mafieux qui vont apporter la dualité qu'on va pouvoir observer tout au long du récit entre le côté léger de Daredevil, le côté super-héroïque de ses débuts, et le côté un peu plus sombre qui est hérité des comics actuels. Et ici, Jeph Loeb et Tim Sale réussissent parfaitement l'équilibre entre les deux pour nous proposer une version ultime de Daredevil selon moi. Ultime, pas dans le sens où c'est la meilleure, mais dans le sens où c'est celle qui arrive le mieux pour moi en si peu de numéros, à embrasser tout ce qui est Daredevil. Son côté vraiment cabotin, plaisantin, sarcastique, mais aussi son côté à avoir des doutes, des remords. Et là, c'est parfaitement ça. Donc vraiment, c'est un comics que je conseillerais à tous ceux qui souhaitent découvrir Daredevil ou à tous ceux qui l'ont déjà découvert, parce que ça peut vous apporter une vision différente du personnage. Et en plus, les dessins de Tim Sale sont absolument magnifiques. Il utilise cette fois un côté aquarelle qui est en fait dû à Matt Hollingsworth, le coloriste de cette série qu'on oublie très souvent de citer, mais vraiment pour moi c'est un petit bijou. C'est pas la meilleure œuvre d'Daredevil, mais c'est clairement une œuvre qui a très bien compris le personnage, ce qu'il était, et qui a su en retirer le meilleur. Mais le duo d'auteurs-dessinateurs ne s'arrêtera pas là. Ayant signé un contrat pour 3 œuvres avec la Maison des Idées, ils produiront par la suite Spider-Man Bleu, qui, tout comme Daredevil Jaune, est un récit plein de mélancolie et de nostalgie qui retracera les moments forts de la vie de Peter Parker, qui, dans ce récit, hanté par la mort de Gwen Stacy, se confiera dans un magnétophone. Tout comme Daredevil Jaune, Spider-Man Bleu est une succession d'événements sans intrigue particulière, mais qui va nous livrer une histoire ô combien humaine et passionnante, touchante, mettant en avant des thématiques comme le deuil, l'amour, les regrets, les moments difficiles d'une vie. Ce récit est accessible, tant par sa narration que par sa possibilité de découvrir Spider-Man Bleu, et surtout va nous livrer le meilleur travail de Tim Sale qui lui-même nous livrera des dessins aux petits oignons. Nous avons ici un récit absolument élégant à tous les niveaux, tant par sa narration que par ses dessins, et peu importe sa ressemblance avec Daredevil Jaune, ce récit en vaut le détour. Mais laissons plutôt un amoureux du tisseur nous donner son avis. Salut tout le monde, écoutez, trop content d'être invité, merci Ingé de l'invitation. Aujourd'hui, du coup, je vous parle de Spider-Man Bleu à la demande d'Ingé, et quel plaisir, ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant, ça fait presque 2 ans, mais c'est un récit qui reste de fou dans ma tête en fait. Donc trop content d'en reparler et d'avoir l'occasion de le faire, donc voilà, on est parti pour parler de Spider-Man Bleu. Moi, c'est un récit que j'adore, alors pas grâce au dessin, malheureusement, parce que je trouve que notre ami Tim Sale, il est bon principalement sur les décors, sur les ombres, etc. Et ça marche moins bien sur Spider-Man Bleu, en l'occurrence, parce que c'est un personnage hyper lumineux, en fait, notre Peter Parker. Donc, du coup, ouais, on le voit plus les humains, et les visages, etc. Et beaucoup moins le décor. Du coup, le dessin fait moins le taf, même si ça reste absolument magistral, parce que Tim Sale, pour moi, c'est un des meilleurs dessinateurs qui a jamais officié sur les comics. Voilà. Donc, évidemment que j'adore, mais c'est vrai que ça peut être moins impressionnant que sur d'autres récits dont Ingé vous parlera dans la vidéo. Mais en termes de scénario, pour moi, c'est un de ses meilleurs travaux, tellement c'est absolument incroyable. On a vraiment une plongée dans l'âme même de Peter Parker, en fait. Même pas tant de Spider-Man, mais de Peter Parker lui-même. Et moi, c'est ce que j'adore, les récits introspectifs, c'est absolument génial, et ce Spider-Man Bleu est absolument phénoménal, absolument génial. On va, du coup, vraiment traverser la psyché du personnage, et il va comme ça nous raconter cette belle histoire dans un dictaphone. Et moi, il me parle directement là, dans ce petit cœur qui palpite là. Et
c'est hyper puissant en fait. Parce que vraiment, c'est un personnage hyper attachant, Peter Parker. Probablement un des personnages de comics que les gens aiment le plus parce qu'on se reconnaît en lui, parce que son fardeau, on le comprend. Et on comprend aussi que s'il n'avait pas ce costume, s'il n'avait pas été mordu par cette putain d'araignée, il faudra biper nouveau YouTube, et probablement qu'il serait bien plus heureux que maintenant. Donc ouais, c'est un récit qui touche en plein cœur parce qu'on aime Peter Parker, tout simplement. Et puis il y a cette fin, quoi. Il y a cette fin qui, moi, honnêtement, m'a serré la gorge, m'a presque fait chialer. C'était le titre de ma vidéo quand j'en parlais. C'est un récit qui m'a vraiment bouleversé parce que cette phrase de Mary Jane qui dit « Passe-lui le bonjour de ma part », moi, vraiment, ça m'a serré la gorge et j'ai trouvé ça mais d'une beauté absolument phénoménale. Et Mary Jane, qui n'est pas un personnage que j'admire d'habitude, là, vraiment, une force de caractère et une empathie absolument géniale. Et ouais, c'est le récit qu'il faut lire dans un bon mood. D'accord, ne soyez pas en rupture amoureuse, mais bon sang. Ouais, franchement, c'est bien la force de Loeb. On s'en fout des mots, on s'en fout du média, du comics. Il parle directement dans le cœur. Voilà, c'est chemin direct dans le cœur. Lisez Spider-Man bleu, en plus c'est pas cher. Voilà. Écoute, Ingé, je te laisse la parole. J'espère que vous allez passer une bonne vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour Ingé, ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde. Pour leur troisième travail, Tim Sale et Jeff Loeb nous livreront une histoire sur Hulk Gris. Un énième récit plein d'émotions et de mélancolie dans lequel Bruce Banner a besoin d'une séance de psy et se confiera sur ses débuts en tant que Hulk, sur son amour vis-à-vis de Betty Ross et sa relation avec le général Ross. Un récit qui mettra également en avant l'amour et la haine et qui, malgré une séance de psy, nous livrera une narration et des dialogues plutôt simples et abordables. Ce récit abordera également la cohabitation de deux entités, la sociabilité imposée à Bruce Banner, bref, un excellent récit pour découvrir les origines de Hulk, accompagné de dessins puissants et intenses selon moi, qui sauront mettre en valeur un Hulk imposant et monstrueusement artistique et qui sauront également mettre en avant la force et la brutalité de Hulk. Mais laissons plutôt un amoureux du géant vert nous expliquer s'il aime ou non ce récit. Ingé m'a donné 3 minutes pour vous parler de Hulk Gris par Jeff Loeb et Tim Sale. J'accepte le challenge, on va essayer de faire ça en moins de 3 minutes. Je ne peux pas vous parler du Hulk Gris sans vous dire un mot sur Jeff Loeb et Tim Sale. Un duo d'artistes absolument incroyable. En bande dessinée, en comics notamment, c'est très important d'avoir un duo entre le scénariste et le dessinateur, un duo qui se complète merveilleusement bien. Et je ne connais pas de duo qui se complète plus merveilleusement que Jeff Loeb et Tim Sale. Jeff Loeb sait donner des lignes de texte que Tim Sale va mettre en lumière d'une merveilleuse manière, et Tim Sale sait sublimer par son dessin l'histoire, les dialogues de Jeff Loeb. C'est un travail d'une complémentarité absolument unique et tout simplement merveilleux et sans égal. Avec Hulk Gris, évidemment, on est sur une origin story un tout petit peu revisitée, revue au goût du jour, si je puis dire, et avec une immense qualité. On va rentrer vraiment dans l'intimité à la fois de Bruce Banner et de Hulk, essayer de comprendre la psychologie, la psyché de Bruce Banner et de ce monstre. Évidemment, on va rentrer aussi dans l'intimité des relations qu'il peut y avoir entre Bruce, Betty et son beau-père, voilà, le général Thaddeus Thunderbolt Ross. Une histoire absolument merveilleuse qui saura aussi ravir ceux qui ont déjà eu la chance en fait de connaître un petit peu plus le personnage de Hulk, qui ont déjà éventuellement des connaissances un petit peu plus approfondies sur les origines du personnage. C'est ça qui est formidable avec ce récit, c'est que l'on soit un ancien lecteur ou bien un nouveau lecteur, c'est un truc absolument incontournable. J'ai bien conscience que le trait de Tim Sale, régulièrement, c'est un trait qui est... il peut être décrié, quand on n'a pas forcément l'habitude, c'est pas forcément un dessin vers lequel on a envie d'une manière naturelle de se diriger, et pourtant,
c'est absolument un génie. Chaque page, chaque case peut être vue comme un tableau où vraiment, à travers son dessin, il y a une idée, une pensée, un message à faire passer. Je m'arrêterai vraiment en quelques secondes sur une des premières pages en fait de ce dessin, de ce comics, où on voit Bruce Banner à la fenêtre en fait de son psy, et on sent qu'il est tourmenté, qu'il est vraiment dans un moment extrêmement difficile. Et il parle de Hulk, il parle du monstre en lui, et il y a simplement l'iris de ses yeux qui est vert et qui ressort dans cette page au milieu, il est au milieu de la pluie, etc. Et ça, vous voyez, c'est tout le savoir-faire en fait de Tim Sale, c'est de savoir au milieu de son dessin mettre un petit indice, une petite couleur, quelque chose qui va ressurgir et qui va vraiment parler au lecteur et en dire long sur le personnage dont il est en train de parler. Et ça, c'est absolument magnifique. Est-ce que j'ai réussi mon défi? C'est à vous de me le dire. Et à un G, 2 minutes 54. À bientôt tout le monde. Bis. Mais pourquoi ce duo a-t-il si bien fonctionné pendant des années? Ensemble, Tim Sale et Jeff Loeb nous ont livré des récits sombres aux personnages torturés, mis en avant dans des polars noirs comme Un long Halloween ou Amère Victoire, mais également des récits beaucoup plus humains, beaucoup plus intimistes, nous touchant nous, lecteurs. Loin des standards super-héroïques, la narration de Jeff Loeb est maîtrisée, fluide, avec une véritable approche cinématographique qui d'ailleurs inspirera le cinéma bien plus tard et ne lui vaudra pas moins de 4 récompenses entre 1998 et 2002. Tim Sale, quant à lui, est complémentaire à Jeff Loeb. Il arrive d'une part à mettre en avant les ambiances de Loeb et puis son découpage, ses dessins à la fois classiques mais pourtant si particuliers, inspirés de grands noms, feront de lui un prodige. Créateur de chefs-d'œuvre, nos deux compères nous livreront des récits devenus des classiques, des must-have, mémorables ô combien intemporels, en s'éloignant des standards super-héroïques de l'époque et en nous offrant les mêmes histoires avec une nouvelle approche, un œil neuf tout en respectant l'ADN de nos héros. Merci à tous les amis créateurs de contenu qui sont apparus dans cette vidéo.